Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai demandé à 2 banques en Suisse concrètement comment est-ce que fonctionnait leur système d'amortissement et surtout quelle était leur flexibilité sur le refinancement, et je vais vous montrer leur réponse aujourd'hui. Une des 2 banques m'a répondu par email, donc je vais leur montrer son email directement, mais l'autre banque m'a répondu par téléphone, donc je vous expliquerai ce qu'elle m'a dit et ce qui diffère par rapport à la première banque. Vous allez voir que effectivement les conditions ne sont pas toujours les mêmes dans chaque établissement de financement. C'est pour ça que c'est extrêmement important de toujours demander plusieurs offres de financement. On me demande toujours quelle banque est la plus intéressante en matière de financement et toujours on me demande où est-ce qu'on va payer le moins cher d'un point de vue taux d'intérêt. Faites très attention avec ça parce que le taux d'intérêt ce n'est pas l'unique condition que vous devez prendre en compte quand vous faites un financement. Je vais vous montrer dans cette vidéo à quoi est-ce qu'il faut faire attention également quand vous demandez une offre de financement. Peu importe au final que ce soit pour votre résidence principale, un bien de rendement, un local commercial ou un terrain à bâtir, vous devez toujours prendre en compte qu'il y a plusieurs éléments auxquels il faut prêter attention. Je le dis souvent d'ailleurs, je recommande en matière de financement soit passer par 2 banques et une assurance pour demander des offres ou alors directement passer par un courtier en financement qui travaille avec 50, 100, 150 partenaires pour qu'il aille directement chercher les 4 ou 5 établissements qui seront les plus favorables pour votre projet. Il faut savoir qu'il y a des banques qui aiment financer des appartements de rendement, il y a des banques qui n'aiment pas financer des appartements de rendement, il y a des banques qui sont très bonnes pour les résidences principales, des banques qui sont très bonnes pour les résidences secondaires, des assurances aussi qui sont bonnes pour les financements. Donc c'est pas parce que vous avez vos comptes privés dans la même banque depuis que vous êtes né qu'elle aura les meilleures conditions pour votre financement hypothécaire. Allez, c'est parti, je vous montre directement l'email que j'ai reçu de la banque, on va le lire ensemble et comme ça vous allez voir exactement qu'est-ce que je veux dire par condition de financement. Salut Edouard, merci pour le message, je vais bien et j'espère que tu profites de l'été de ton côté. La politique de crédit est différente d'une banque à l'autre, tu le sais. Donc vous allez voir dans cet email, concrètement, le banquier m'a vraiment donné une réponse de banquier. Vous allez voir ce que je veux dire. Et cette politique est adaptée en permanence en fonction de l'évolution conjoncturelle et des directives de notre régulateur FINMA. Voilà, ça c'est une phrase de banquier. En ce moment, virgule, nous pratiquons comme suit. Et voyez ici très important ce message-là. Donc je l'ai répété plein de fois dans beaucoup de vidéos que vous devez faire très attention parce que les banques évoluent, la directive de financement des banques évolue en fonction des années. C'est pas parce qu'à l'année N, vous avez une banque qui a des très bonnes conditions qu'à l'année N+2, les conditions seront les mêmes. Donc il y a les boards de direction qui changent tout le temps et donc vous devez absolument faire attention à toujours demander plusieurs offres de financement à chaque financement en fait. Donc c'est pas parce que l'année passée vous avez obtenu de très bonnes conditions avec la Raiffeisen que cette année sera le cas. C'est pas parce que l'année passée UBS était très agressif sur le bien de rendement que cette année sera le cas. Donc faites très attention. Avec ça, c'est hyper important. En fait, oui, j'avais demandé du coup quelles étaient les conditions pour un appartement de rendement, donc investissement résidentiel, ok, et puis une halle industrielle, locaux commerciaux, enfin voilà, comment ça fonctionnait de ce côté-là. Parce que ce ne sera pas les mêmes conditions de financement en matière de fonds propres, ni en termes d'amortissement et de refinancement. Alors, appartement de rendement, nous nous basons sur la valeur de rendement, loyer net capitalisé à partir du 4e objet par client. Donc ça, très intéressant, mais de nouveau, c'était pas le cas il y a 2 ans, pour la banque en l'occurrence. Donc ils ont changé ça récemment parce qu'ils veulent être un petit peu plus agressifs sur les investissements et puis sur les financements d'appartements de rendement. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les 3 premiers objets, même si c'est des appartements pour faire du rendement, vous allez être financé sur le prix d'acquisition, ce qui est très intéressant parce que très souvent les valeurs de rendement calculées par les banques sont inférieures au prix d'acquisition que vous allez faire. Parce que les banques sont très restrictives à ce niveau-là et puis elles s'attendent à des taux de rendement qui sont de l'ordre de 5-6% quoi. On parle bien de rendement net. Ici on voit un loyer net capitalisé. Notre avance est de 75% de la valeur de rendement pour une résidence primaire en location, de 70% pour une résidence secondaire en location. Donc évidemment, les résidences secondaires, bon, c'est pas l'objet principal de cette vidéo, mais vous allez très souvent devoir mettre 30% de fonds propres pour le financement d'une résidence secondaire. Et du coup, 25% pour le financement d'une résidence principale résidentielle. Et du coup, 75% de financement, donc vous allez devoir mettre 25% de fonds propres pour un investissement de rendement résidentiel, ça veut dire appartement de rendement. L'amortissement doit permettre une réduction de notre avance à 66%, ça veut dire 2/3 de la valeur du bien immobilier, de la valeur de rendement retenue dans les 10 ans pour une résidence primaire en location. Ça veut dire que grosso modo, vous allez vous faire financer à 75%, ok, vous allez mettre 25% de fonds propres et ensuite pendant 10 ans, vous allez rembourser 1% de la valeur du bien immobilier chaque année. Donc 75% moins 1% chaque année, en 10 ans, ça fait 65%. Donc grosso modo, ce qu'il dit là. L'amortissement est très faible en Suisse, ça je l'ai dit extrêmement souvent dans beaucoup de vidéos. Et puis ici, vous avez du coup, par écrit, noir sur blanc, le fonctionnement de la banque concrètement. Et puis pour une résidence secondaire en location, du coup, vous devrez amortir beaucoup plus, donc à 50% de la valeur de rendement retenue dans les 10 ans pour une résidence secondaire. Donc là, ça veut dire que vous allez quand même devoir amortir 25% pour une résidence secondaire dans les 10 ans. Donc c'est beaucoup plus. Donc c'est 2,5% par année de la valeur du bien immobilier à la place de 1%. C'est quand même beaucoup plus. L'amortissement peut être stoppé lorsque l'on arrive à ces seuils de 66% et 50% selon le type d'objet. Voilà. Donc de nouveau, en Suisse, vous pouvez rester endetté ad vitam aeternam.
À noter que la valeur de rendement sera recalculée périodiquement par la banque. Donc ça aussi, faites très attention, si votre valeur de rendement diminue, si vous baissez les loyers fortement, bah voilà, la valeur de rendement va diminuer aux yeux de la banque et donc peut-être vous devrez amortir plus. Mais c'est rarement le cas en Suisse si vous faites les choses justes. Ce recalcul fait que le nombre d'années nécessaires pour atteindre ces seuils n'est pas vraiment prévisible. Elle pourrait être raccourcie ou prolongée. Bon, voilà. Donc ça, de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si après 2 ans de possession du bien immobilier, vous avez augmenté les loyers, donc vous avez augmenté la valeur du bien, vous allez voir votre banque, vous allez dire, là on rentre dans le refinancement, vous allez voir votre banque et puis vous allez dire, bon ben, mon bien immobilier a pris de la valeur parce que j'ai augmenté le loyer, et du coup potentiellement vous n'avez plus besoin d'amortir parce que votre dette sera peut-être, même sans avoir fait d'amortissement, à hauteur des 2/3 de la valeur du bien immobilier, de la nouvelle valeur du bien immobilier qui a été recalculée. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Une revalorisation est possible avant d'arriver à ces seuils ou au moment de les atteindre pour financer des travaux de rénovation et ou d'agrandissement. En principe, une revalorisation destinée à générer des fonds propres pour un autre investissement n'est pas possible. Voilà, donc ça c'est très très intéressant et c'est la grosse différence que j'ai entre les deux banques. Donc ici, vous voyez dans la banque 1, donc cette banque, c'est possible de faire un refinancement, une revalorisation avant d'arriver aux 2/3 de la valeur du bien immobilier. Ça veut dire que vous avez quasiment pas amorti, hein. Donc admettons, vous étiez financé à 75% et puis vous amortissez 5% par année pendant 5 ans, vous arrivez à 70% de la valeur et votre bien immobilier n'a pas pris de valeur, vous êtes à 70% de financement sur un 75% maximum possible. Dans ce cas-là, ce que dit le banquier ici, c'est que c'est possible d'aller chercher ces 5% de nouveau de financement. Vous pouvez retourner voir la banque et dire voilà, moi j'ai besoin de ces 5% pour réinvestir, pour changer la cuisine par exemple. Donc ça, c'est une possibilité dans cette banque. Maintenant, il dit que c'est pas possible d'aller chercher ces 5% là pour les investir dans un autre investissement, un autre bien immobilier. Mais de nouveau, j'attire votre attention sur le fait que c'est bien écrit ici en principe. Donc ça dépend du deal que vous apportez. C'est toujours la même chose. La banque, ça devient un partenaire. Si vous avez un bon deal dans lequel elle est intéressée d'investir, eh bien dans ce cas-là, elle va vous faire ce refinancement sans aucun problème. Et du coup, la grosse différence avec l'autre banque que j'ai contactée, c'est que l'autre banque, par contre, est d'accord de refaire une valorisation et un refinancement pour investir dans un autre bien immobilier. Donc elle sera d'accord de refaire une évaluation très très rapidement et puis de pouvoir vous dégager du cash et puis du coup par rapport à ces 75%, 70% là, et récupérer ces 5% pour les investir dans un autre bien immobilier, un autre investissement et pas uniquement dans le bien immobilier qui est déjà financé. Voilà, donc c'est une différence du coup entre ces deux banques et ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en termes de développement du patrimoine, vous aurez beaucoup plus de possibilités avec la banque qui est plus flexible pour vous dégager du cash et puis réinvestir ailleurs dans un nouveau bien immobilier et donc pouvoir acheter beaucoup plus rapidement. Ce qui n'est pas forcément le cas avec cette banque ici. Ensuite, à l'industriel, l'amortissement annuel s'élève à 3% de la valeur retenue par la banque, valeur la plus basse entre la valeur réelle et la valeur de rendement. Donc ici, dans un financement de à l'industriel, qu'est-ce que va faire la banque? Elle va dire la valeur réelle, donc la valeur d'acquisition en général sera de X et puis la valeur de rendement sera de Y. La banque va prendre la moins bonne des deux et elle va financer sur cette valeur-là. Donc si la valeur de rendement elle est à 1 million, admettons, et la valeur réelle à 1,2 million, elle va vous financer sur 1 million. La banque elle est hyper conservatrice, elle ne prend aucun risque. Il faut toujours se rappeler qu'une banque ne perd jamais d'argent. Quand on parle de valeur réelle, c'est la valeur intrinsèque, donc c'est la valeur des constructions réelles. Donc on va se baser uniquement sur le coût de construction, la vétusté du bâtiment et la valeur du terrain. Dans notre cas, ce sera très très souvent pour les banques égal à la valeur d'acquisition. Mais bon bref, là on rentre un peu dans les termes plus techniques. Et vous voyez ici pour une halle industrielle, l'amortissement annuel s'élève à 3% par année. Donc c'est beaucoup, 3% par année d'amortissement. C'est beaucoup plus que du résidentiel. Enfin 3 fois plus en fait. L'amortissement peut être stoppé lorsque le prêt est réduit à 50% de la valeur retenue par la banque. Et puis attention, dans notre cas ici, le financement d'une halle industrielle, ce sera 35% de fonds propres. C'est pas 25% de fonds propres. Donc il y a plus de fonds propres à mettre pour une halle industrielle, locaux commerciaux, etc. Donc l'amortissement peut être stoppé lorsqu'on est à 50% de la valeur retenue par la banque. Et puis attention, la valeur de rendement est recalculée périodiquement, évidemment, même chose pour la valeur réelle, donc la valeur intrinsèque si c'est elle qui est retenue parce qu'inférieure. Mais ici il l'a écrit comme ça parce que pourquoi? La valeur réelle est très souvent inférieure à la valeur de rendement. Quoique pour une halle industrielle c'est encore particulier, mais surtout pour les biens résidentiels de rendement. Cette valeur réelle sera recalculée périodiquement par la banque en fonction des prix du marché, terrain et de la vétusté construction. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué il y a 2 secondes. Donc ça veut dire qu'on va se baser sur le prix de construction à neuf, on enlève un petit peu de vétusté et puis on rajoute le prix du terrain. Ce recalcul fait que le nombre d'années nécessaires pour atteindre le seuil de 50% n'est pas vraiment prévisible, elle pourrait être raccourcie ou prolongée. Donc vous voyez, c'est vraiment des réponses de banquier, c'est copier-coller pour les deux, ok, et c'est comme ça, c'est pas autrement.
J'espère avoir répondu à tes questions, même si ces calculs sont des équations à plusieurs inconnus. Exactement, donc ça c'est important aussi de le relever. Ça veut dire que ici on a vraiment une idée généraliste de comment fonctionne la banque, mais en réalité ça dépend de chaque deal, ça dépend de chaque objet. Donc c'est pas parce que ici on dit que c'est comme ça et pas autrement, que c'est comme ça et pas autrement. Ça va dépendre vraiment de l'objet que vous allez acheter, de votre situation, etc., etc. Les banques ont beaucoup plus de flexibilité en fonction des personnes. D'ailleurs, je l'avais dit, dans la vente d'une propriété de luxe que j'avais traité de très très près, j'avais vu passer un mail de la banque de la personne qui achetait mais qui est très très fortunée. C'était un truc de fou, hein. Vraiment, grosso modo, le mail pour le financement, c'était écrit « Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que la famille va bien aussi. Pas de problème, on peut verser 4,5 millions demain sur le compte de consignation du notaire de ton choix. » Donc vraiment, c'est un petit peu à la tête du client, mais il faut se dire aussi que voilà, c'est des gens qui ont des conditions qui sont très très favorables, des situations financières qui sont extrêmement saine. En ce qui concerne la halle industrielle, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire une revalorisation pour un refinancement. Enfin, surtout vu que vous devez mettre plus de fonds propres de toute façon, la banque sera beaucoup moins flexible d'un point de vue refinancement que pour du résidentiel. Ça, c'est certain. Les banques aiment beaucoup ce qui n'est pas risqué et puis évidemment que les halles industrielles, locaux commerciaux, etc. sont plus risqués que le résidentiel. Si vous achetez un appartement en centre-ville de Genève aujourd'hui, vous n'avez aucune chance qu'il ne soit pas loué. Sauf si vraiment vous voulez un prix qui est démesuré et hors du marché. En revanche, si vous achetez une halle industrielle dans un petit village, vous avez beaucoup plus de risques que ce soit vacant et c'est plus compliqué de trouver un locataire évidemment. C'est pour cette raison que la banque prend beaucoup plus de précautions. Ici, la grosse différence qu'on a vraiment entre les deux banques, c'est premièrement cette banque 1 qui est assez souple d'un point de vue financement. Ça veut dire que pour les 3 premiers objets, elle va se baser sur la valeur d'achat, même pour un bien de rendement résidentiel. Dans ce cas-là, c'est très intéressant parce que vous aurez de toute façon 25% de fonds propres, même voire 20%. Des fois, c'est négociable en fonction du deal que vous apportez pour faire votre financement. Donc pour les 3 objets, vous êtes très tranquille. L'autre banque que j'ai eu au téléphone, en revanche, c'était pas ça. Donc ça veut dire qu'elle se basait directement sur la valeur de rendement, ce qui est beaucoup plus compliqué. Parce que potentiellement, elle va retenir une valeur de l'appartement que vous allez acheter qui est plus basse que celle que vous allez vraiment payer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? La différence entre la valorisation effectuée par la banque et puis le prix d'achat que vous allez payer, vous allez devoir compenser en cash directement. Ensuite, en revanche, la banque numéro 2, qui est moins flexible pour le financement d'origine, est plus flexible en matière de refinancement. Ça veut dire que vous aurez plus facilement la possibilité d'aller lui demander une revalorisation pour investir ailleurs. Ça, c'est aussi extrêmement avantageux et puis très efficace pour développer son patrimoine rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose en la regardant. N'oubliez pas de liker et puis d'écrire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!